psychiatrique, praticien responsable de l'unité d'accueil familial thérapeutique et consultant thérapeute au centre médico-psychologique de l'établissement public de santé Durand, à Étampes, dans l'Essonne. Enseignant vacataire à la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes, intervenant à l'aide sociale à l'enfance, membre fondateur du réseau d'intervenants en accueil familial adulte thérapeutique RIAFE, membre du conseil d'administration de l'association des psychiatres du centre infanto-juvénile, délégué pour l'Essonne de l'association francilienne des pédopsychiatres, membre de l'association mondiale de la santé mentale des bébés, Association nationale des placements familiaux, groupe de recherche européen en placement familial. Décidément, les médecins font beaucoup de choses. Ils perçoivent que c'est toujours très complet, mais on ne finit pas de vous présenter, pas comme nous. Alors, vous êtes l'auteur de très nombreuses contributions. Je n'en citerai que trois. Analyse quantitative et qualitative du devenir d'adultes placés lors de leur enfance, puis admis en accueil familial thérapeutique. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. L'accueil familial thérapeutique en 2018, un support pour se lire, étude en cours du devenir des anciens enfants placés, prendre soin du lien parent-bébé, l'enfant en accueil familial, son développement psychique, un enjeu essentiel, etc., etc. Il y en a beaucoup. S'agissant des auditions, vous avez été auditionné par la mission parlementaire d'information sur l'aide sociale à l'enfance, etc. Et je m'arrêterai là. Le thème de votre intervention est un peu particulier dans le sens où il va falloir qu'on développe un peu les circonstances qui vous ont amené à intervenir aujourd'hui à l'Université Panthéon-Assas, puisque vous m'avez saisi en tant que délégué du défenseur des droits, d'une difficulté relative aux conditions et à l'incidence de la rupture de l'accueil de plusieurs enfants qui sont vos patients et qui avaient fait l'objet d'une mesure de placement. Je l'ai donc reçu à plusieurs reprises à la MJD de Villeneuve-sur-Orge, et au fur et à mesure de nos entretiens, le dossier documentaire a été constitué. On est donc dans le cadre d'un cas pratique, réellement. Alors, les motifs de la saisine. La question soulevée, que vous avez soulevée, avait fait l'objet d'une décision de la défenseur des enfants. Il s'agit de la décision MDE 2015-290 du 3 novembre 2015, relative à la limite d'âge d'emploi dans la fonction publique des assistants familiaux, est intitulée comme telle, relative à la limite d'âge d'emploi dans la fonction publique des assistants familiaux et l'intérêt de l'enfant. Cette décision a notamment pour mérite de mettre en garde les acteurs du dispositif et de leur envoyer précisément à l'origine de la difficulté que vous avez soulevée et de ses effets calamiteux. C'est donc sur le fondement de cette décision nous avons réfléchi à un dispositif qui pourrait être de nature à traiter la problématique soulevée à l'aune de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand on parle d'effectivité, quelquefois ça peut arriver aussi, on peut avoir une réflexion qui peut nous conduire à considérer que le droit positif actuel n'étant pas satisfaisant, qui, mieux qu'un acteur de terrain, peut être placé pour faire une proposition. Et nous en sommes là. Mais je laisse le soin au Dr Pavelka d'en exposer plus précisément les effets. Et tout d'abord, les difficultés qui l'ont conduit à saisir le défenseur des droits, d'une certaine manière. Merci pour cette proposition de développer ici ce sujet. Nous sommes donc dans le domaine de recouvrement de la protection de l'enfance et du soin psychique. Et mon travail dans le service d'accueil familial thérapeutique sanitaire est quand même très proche du travail de très nombreux professionnels de la protection de l'enfance dans les services d'accueil familial départemental pour les enfants qui sont protégés. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de regrets et de déceptions que les uns et les autres expriment. Alors, je me suis dit, je vais dire quand même que c'est très bien qu'en France, un très grand nombre d'enfants qui sont protégés, séparés des parents qui n'y arrivent pas, bénéficient d'un accueil familial, plutôt d'un accueil institutionnel, et c'est une très bonne chose. Alors nous avons cette capacité d'accueillir et d'accompagner une famille d'accueil qui accueille un enfant gravement perturbé dans son premier développement. Nous accompagnons aussi les parents qui continuent à garder le lien avec l'enfant, avec les rencontres que nous accompagnons, et aussi nous sommes auprès de l'enfant pour traverser avec lui les divers espaces de la vie quotidienne.
Alors, moi je pratique l'accueil familial depuis 20 ans, mais c'est depuis très peu, depuis la récente loi de retraite, qu'un nouveau problème a percuté donc, notre travail. C'est une demande administrative d'arrêt d'activité d'une assistante familiale à l'âge de 67 ans. Alors que de nombreuses familles d'accueil ont choisi de travailler au-delà de l'âge de la retraite, 60-64 ans, je ne sais pas comment c'est exactement, et cumuler emploi-retraite. Alors nous faisons évidemment attention au moment de l'accueil, à ce que le quart d'âge entre l'enfant et la famille d'accueil permette éventuellement un accueil long. Mais dans certaines situations, je vous ai exposées, ceci n'est pas possible et nous souhaitons que l'accueil puisse dépasser l'âge et bénéficier d'une certaine dérogation. Donc confronté à ces difficultés, parce que l'administration exigeait l'activité, j'ai pris connaissance donc, de la décision du défenseur des droits de 2015 qui suggère donc soit remettre sur les associations privées la poursuite de l'accueil familial en embauchant la famille d'accueil de cet âge, soit de faire en sorte que la famille d'accueil se transforme en tiers digne de confiance ou en parent et perd ainsi son statut et l'accompagnement qui va avec. Alors, que l'on s'appuie sur les connaissances psychopathologiques ou sur les neurosciences, il en était question aujourd'hui, même pour les grands enfants qui ont eu des premières bases du développement impactées, minées par les carences, par les maltraitances et par les traumatismes relationnels précoces qui nécessitaient la séparation, une rupture de lien représente un danger, un nouveau traumatisme. Les recherches, notamment dans le domaine de l'attachement, depuis John Bowlby, Marie Espoz, mais aussi des travaux de la clinique de l'attachement au Québec sont nombreuses et confirment ce fait. En appui aussi sur les travaux de Marie Dosier, on peut dire que les ruptures d'accueil ont des conséquences graves sur le jeune, avec les troubles psychiques, du comportement et de fonctions physiologiques qui peuvent se manifester. Nous savons que les ruptures d'accueil imprévues, chaotiques, subies, vécues comme contraintes, créent des ruptures internes, psychologiques, et handicapent les capacités relationnelles de l'enfant. D'autres études, comme celle de Fischer par exemple, confirment que chaque nouvelle rupture ébranle davantage encore la capacité de la personne à se lier aux autres. Dans de nombreux cas, elle provoque une régression, un recul de bénéfices des prises en charge précédentes et aussi provoque des troubles psychiatriques. D'ailleurs, le critère de rupture des liens affectifs est répertorié dans les classifications des maladies mentales comme un facteur pouvant déclencher les troubles psychiques psychiatriques. Il faut dire que la lourdeur ou la complexité des situations que nous rencontrons, mais je vous ai dit aussi, nombreuses de ces situations sont suivies par l'aide sociale en France, dans les accueils départementaux, ne permettent pas que les accueils familiaux associatifs prennent en charge ces situations. Et elles le refusent tout simplement. Dans de nombreux cas, les familles d'accueil ne peuvent pas se permettre donc de devenir simples parents ou tiers dignes de confiance et se perdre donc la logistique de leur statut. Donc la décision du défenseur des droits est adaptée à un nombre limité de situations. Et les jeunes, donc, dans ces situations, les familles d'accueil et les équipes qui les accompagnent ont besoin que la situation soit sécurisée face à ces exigences purement managériales d'arrêter l'activité de famille d'accueil. Prenons le cas de Justin. Il est accueilli à l'âge de 4 ans. Il grandit dans la famille d'accueil depuis 11 ans. Contre l'avis des professionnels qui prévoient encore 2 ans d'accueil, la hiérarchie rejette pour des raisons gestionnaires la demande de l'assistante familiale de dérogation à la limite d'âge et elle fait pression sur elle, lui reprochant la situation conflictuelle liée à l'adolescence de ce jeune. C'est pour nous le moment le pire pour une éventuelle rupture. Or, menacée par une information préoccupante, la famille d'accueil cède à la pression. En urgence, sans autre alternative, nous assurons l'accueil de cet enfant dans une autre famille d'accueil. 1 an plus tard,
celle-là reçoit à nouveau de l'administration une demande d'arrêt d'activité. Donc une troisième rupture se profile. Une autre situation. Nous étions obligés par l'inspecteur de l'aide sociale en France d'accueillir une fratrie dans une seule famille. Nous étions très réservés face à ça. Et en effet, en 2013, la famille d'accueil démissionne parce qu'elle est débordée par ce lien fraternel nocif. Du coup, nous sommes obligés de retrouver une solution en 3 semaines. Nous confions Kevin, âgé de 8 ans à ce moment-là, dans une autre famille d'accueil disponible. 5 ans plus tard, celle-ci est priée de cesser son activité pour avril 2019. Une troisième rupture est donc à l'horizon pour des raisons purement gestionnaires. Pour les assistantes familiales, pour les accueils familiaux privés, cette situation est beaucoup trop difficile pour être accueillie. J'informe donc notre hiérarchie que je fais la démarche auprès du défenseur des droits, et depuis, la direction tolère en silence la poursuite de cet accueil au-delà d'avril 2019. Dans cette même famille, Justine, qui a 18 ans, qui est en formation professionnelle, est engagée avec une équipe de psychiatrie adulte en autonomisation vers un appartement associatif. Elle est en train d'attendre une place, mais tout ça dans une sorte de pression, parce que personne n'est assuré que l'administrateur ne va pas licencier cette famille d'accueil. Alors, le dépassement de l'âge limite des assistantes familiales n'expose l'employé à aucune sanction. Aujourd'hui, dans l'Essonne, 12% de familles d'accueil à plus de 67 ans, enfin 67 ans et plus, donc un nombre important. On peut dire que, si on fait le calcul, 80 jeunes dans l'Essonne, rien que dans l'Essonne, sont concernés par cette situation. Si on faisait un calcul pour la France, ça ferait à peu près 9000 cas. C'est une extrapolation, hein, c'est des chiffres à vérifier. Donc, en raison des enjeux financiers, les managers se saisissent de cette nouvelle réglementation pour les retraites, n'accordant plus la dérogation. Non pas parce que les familles d'accueil enfants de carrière ont plus de salaire, pas du tout. Il n'y a aucune grille d'avancement salarial. Seulement, tout licenciement permet de diminuer la masse salariale. Comme ça, dans les 20 années où je travaille, 30% de nos effectifs étaient diminués rien que pour cette raison, c'est-à-dire que c'est quelque chose de financier. Alors, il y a des textes qui existent aujourd'hui, c'était la question d'effectivité du droit. Hein. Il y a donc le texte de Dr Martin Blaché sur les besoins fondamentaux de l'enfant qui demande d'éviter la confrontation à la violence d'une rupture brutale, explicitement. Ou l'article 29 de la loi de la protection de l'enfant qui dit aussi que l'enfant doit bénéficier de la continuité relationnelle, affective, territoriale, éducative dans le lieu de vie adapté. Et puis aussi, il y a l'avis du Conseil économique, social et environnemental qui explicite, qui rappelle que les conséquences désastreuses des ruptures de prise en charge qui sont imposées à l'enfant, et il n'hésite pas à les qualifier de violence institutionnelle. C'est quelque chose que Mme Avenard a aussi mentionné tout à l'heure. Donc, malgré ces textes, la situation est difficile. Donc ma question, c'est par quels moyens pourrait-on protéger l'accueilli d'un facteur identifié comme susceptible d'entraîner une psychopathologie, la rupture d'accueil, pour des raisons purement gestionnaires. En fait, je vais faire aussi une phrase à la fin, comme chacun a essayé. Je me demande comment faire pour que le nouveau management dans les établissements ne puisse traiter un enfant sujet comme un simple objet de l'accueil familial. Je vous remercie. Très bien. Je veux juste ajouter un élément, c'est qu'au plan strictement juridique, il nous a apparu un vide. Il a apparu un vide, pourquoi? Parce que le rôle d'un délégué, c'est pas d'aller au-delà des règles en vigueur, simplement de demander leur application pure et simple. Or là, ce que je pouvais répondre à Martin, c'est quand il est venu me voir, c'est simplement, bien la directrice a pris la décision qui s'imposait à elle. C'est un refus, on ne va pas plus loin, l'âge limite est arrivé, donc elle ne fait qu'appliquer les textes en vigueur et la loi, et on ne demande pas de faire autre chose. Donc, me trouver face à une demande qui était extrêmement bien argumentée, fondée, avec qui
qui avait pour conséquence l'intérêt réel de l'enfant et son intérêt vraiment médical, psychique, psychologique, etc., je n'avais pas de réponse à apporter. C'est la raison pour laquelle Dr Pavelka s'est orienté dans une réflexion qui était un peu plus, qui a pris un petit peu de hauteur par rapport à la situation. S'est dit de quelle manière on va pouvoir éventuellement faire une proposition. C'était ça l'idée, devant ce vide juridique, parce qu'il y avait en réalité trois options. La première, c'était soit de continuer comme ça et de s'en remettre au juge pour résoudre les cas d'espèce, qui finalement présentent toujours un peu les mêmes similitudes, puisqu'on est un peu dans le même cas. À chaque fois, la rupture est toujours, souvent en tout cas, entraîne des conséquences qui sont relativement dramatiques. Soit établir, et c'était la deuxième proposition, on avait réfléchi un petit peu ensemble, une nomenclature pédopsychiatrique qui poserait des critères sur le fondement desquels une exception pourrait être activée, sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge pour la rendre effective. C'est ça l'idée. Et la troisième, sur laquelle finalement on a retenu, il me semble que c'était la plus intéressante, c'était d'envisager l'élaboration d'une disposition dérogatoire au droit commun sur le fondement précisément de l'article 3, alinéa 1, on l'a beaucoup cité aujourd'hui. Hein. Et puis les hypothèses étaient celles-là, celles qu'on avait mises sur la table. Je crois d'ailleurs que Martin a pris contact avec une sénatrice de l'Essonne. On lui a également écrit pour avoir un entretien et on verra dans quelle mesure nos propositions éventuellement pourra lui être apportées. On a même résolu un peu une forme une présentation, une première idée, un premier jet du texte qu'on pourrait proposer. Alors, finalement, en conclusion, on peut dire que la démarche du docteur Pavelka, elle vise à rendre effectives les dispositions de la CID, notamment à l'aune de son article 3, qui, je le rappelle, dispose dans son premier alinéa, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Voilà, donc en espérant que tout ça soit suivi des faits, en tout cas on suivra ça très attentivement. Merci à tous. Alors,